16 janvier 1977, 16 janvier 2024. Cela fait exactement 47 ans que le Bénin a subi une agression d'un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents, conduit par Bob Denard. C'était l'opération Crevette qui venait d'échouer contre le régime du général Mathieu Kérékou, alors au pouvoir. Il sonnait en effet 7 heures du matin, ce 16 janvier 1977, quand un groupe d'environ 100 mercenaires africains et européens à bord d'un avion DC-7 débarquait sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Très vite, les premiers coups de feu retentissent à Cotonou contre le régime marxiste-léniniste dirigé par Mathieu Kérékou. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission. Éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. L'alerte générale a été donnée dans toute la ville. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tourné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Les invités indésirables voulaient prendre contrôle de certains endroits stratégiques de la ville tels que le camp Guézo, principale base militaire de Cotonou, la présidence et la radio. Pendant plus de 3 heures d'horloge, l'armée béninoise a pu contenir les assaillants qu'elle réussit finalement à mettre en déroute. Aujourd'hui, mardi 16 janvier 2024, 47 ans plus tard, le Bénin toujours droit dans ses bottes s'en souvient comme si c'était hier. Bon, le 16 janvier, il faut dire que c'était au début de ma carrière. J'avais à peine 2 ou 3 ans de service. Ce dimanche-là, on était en vacances. Les vacances se prenaient du 15 novembre au 17 février. On était en vacances. J'ai l'habitude, j'étais au Mono à Lokossa, dans un arrondissement de Rouen, un arrondissement de la mairie de Lokossa. Et j'étais venu en vacances chez ma soeur à Akpakpa. J'étais à Akpakpa. Ce dimanche-là, j'étais allé à l'église très tôt le matin, mais on n'avait même pas fait 15 minutes quand les détonations là ont commencé. C'était vraiment, tout le monde a détalé, presque, de l'église, et je suis arrivé à la maison. Ma maison n'est pas loin du Sacré-Cœur là. Et j'étais à l'écoute à la radio quand on a demandé le rassemblement quartier par quartier. Bon, moi je me suis mis en short et puis je suis sorti pour être, vous savez, il avait les associations de jeunesse, tout ça là. Et nous nous sommes retrouvés. Le 16 janvier 1977, ça c'est une date qu'on ne peut jamais oublier. Je venais d'être affecté fraîchement à Cotonou, j'avais 24 ans. Jeune fonctionnaire, je suis affecté à l'immeuble Soglo, à Maro Militaire, là, vous connaissez l'immeuble Soglo à Maro Militaire. C'est là que j'étais affecté. Donc j'étais parti en week-end à Porto-Novo, parce que j'étais à Porto-Novo en ce moment-là. Et je suis parti en week-end le dimanche, quand il y avait des crépitements de balles à Cotonou. Et Kérékou a lancé l'appel. C'était le début de la révolution. Kérékou a lancé l'appel à tous les citoyens pour défendre la patrie. On avait la conviction politique. On avait l'engagement patriotique. On était sortis. Malgré qu'on était à Porto-Novo, on n'avait pas les armes, mais on était sortis avec des gourdins, des choses pour venir sur les carrefours. Tout ça là, dans l'espoir de défendre la patrie. Le lundi, c'est vrai, je ne suis pas arrivé à Cotonou pour arriver au service, mais le mardi, j'étais à Cotonou, à l'immeuble Soglo, toujours là.
J'étais en service au 3e étage, au centre. C'était la direction de la recherche scientifique. Moi, j'étais à la Commission nationale de linguistique, la commission qui s'occupe des langues nationales. J'étais là quand on entendait ce mardi matin d'autres crépitements de balles vers la zone de Fiji-Rossel, vers la plage et autres. C'était la débandade à Cotonou. On occupait l'immeuble Soglo. L'immeuble porte un nom, Soglo. Et nous sommes descendus en catastrophe. En bas, là, cherchant refuge au bar Kete-Kete. Quand j'ai rencontré un vieux qui disait que Kérékou n'a encore rien vu. Vous faites la révolution, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre? Et il disait en fond, il ne connaît pas encore les jumeaux. Qui étaient les jumeaux? Il faisait référence au président Zissou qui était en exil. Alors, moi j'étais un jeune de 24 ans. Notre problème, c'était la patrie. C'est ce que je retiens positivement de ce 16 janvier, c'est l'engagement du peuple. Cette date marque l'histoire politique du Bénin et restera à jamais gravée dans les mémoires. Le Bénin a réussi à vaincre l'ennemi venu renverser le pouvoir du feu général Mathieu Kérékou. 47 ans après, l'héritage laissé par le général Mathieu Kérékou est en de bonnes mains avec le régime de la rupture conduit par Patrice Talon, un président aussi ferme et engagé dans la préservation des valeurs éthiques du pays. J'ai coutume de dire que je suis fier d'être béninois. Cela n'a jamais été pour moi un langage politique. Ma foi, mon espérance en notre pays, en nous-mêmes, à chacun de nous, est réelle. Et je voudrais à cet effet vous remercier les uns les autres, remercier le Parlement qui me donne les moyens, remercier le Bénin qui me donne le bonheur d'entretenir cette espérance, qui me donne la raison de croire que de mon vivant, je verrai de mes yeux un Bénin développé. Merci. L'une des figures emblématiques de la presse béninoise vient de tirer sa révérence. Il s'agit bel et bien de Jérôme Kallos, journaliste et historien de formation, chroniqueur, analyste politique et écrivain chevronné. Jérôme Kallos est né le 30 septembre 1944 à Porto Novo, au Bénin. Sa belle plume et ses talents de journaliste ont surtout fait de lui le chouchou de plusieurs presses ivoiriennes pour qui il a produit la plupart de ses articles. Il a été rédacteur en chef d'Ivoire de 1982 à 1990, puis de la presse 1990 à 1993, de la lettre d'Afrique 1994 et expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar. Aussi a-t-il occupé les fonctions de directeur des musées, bibliothèques et archives nationales de Cotonou, directeur général du Centre africain de la pensée positive CAP et directeur gérant de la radio privée commerciale CAP FM à Cotonou. Jérôme Kallos a également collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. Enfin, il a signé le test de la dictée d'Afrique en 2006. 143 médecins sur les 200 qui avaient été initialement prévus ont été déclarés admis, 100 sages-femmes, 100 infirmiers, 379 agents de santé communautaire qualifiés et 300 aides-soignants. Ils vont être déployés pour renforcer le système de santé. Comme l'avait décidé le gouvernement en Conseil des ministres, à la suite des 2 ans de pré-insertion, la voie sera ouverte pour que un bon nombre d'entre eux rentrent dans la spécialisation pour couvrir le gap que nous avons en médecins spécialistes notamment. Et je pense donc que c'est une initiative qui permet de préinsérer de façon certaine les jeunes, mais aussi de construire l'avenir de notre système de santé. «
Les enlèvements et les meurtres sont redevenus monnaie courante à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, après une trêve de plus de 10 mois durant laquelle les bandits n'avaient pas fait parler d'eux. La semaine dernière, plus de 30 personnes ont été enlevées selon des témoins et des chefs de communauté sur l'axe routier qui relie Kaduna à Abuja. La situation est telle que les enlèvements, souvent orchestrés par des individus portant des uniformes militaires, persistent. Certains habitants ont exhorté le gouvernement à renforcer la sécurité et ramener la paix dans la région, car ils doivent faire face à l'insécurité au quotidien. J'ai peur de vous parler parce que nous ne savons pas qui pourrait être la prochaine victime, alors nous demandons au gouvernement de nous aider à assurer la sécurité ici et dans l'ensemble du pays. Ce sont surtout les Fulani qui posent problème. Ils se promènent librement avec des machettes et d'autres armes sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Il faudrait donc les contrôler et les rappeler à l'ordre. C'est la moindre des choses. Jonathan Onoja Isaac, expert en sécurité, estime que le gouvernement devrait rendre des comptes sur la montée de l'insécurité dans la région. Lorsque nous commençons à avoir de l'insécurité au Niger, dans l'état de Kogi, dans l'état de Nasarawa et dans l'état du Plateau, cela signifie que le centre-ville n'est pas sécurisé. En effet, il s'agit de frontières directes avec la capitale. De janvier 2021 au 30 juin 2023, 40 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans le territoire de la capitale fédérale d'Abuja. Accompli donc pour les Lions du Sénégal, les champions d'Afrique en titre qui réussissent avec brio leur entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec cette victoire éclatante devant la Gambie, 3-0. Et forcément, les supporters qui ont fait le déplacement dans cette fan zone ne pouvaient cacher leur satisfaction après ce premier succès. Actuellement, c'est la grande joie parce que généralement, on manquait nos premiers matchs. Donc, lorsqu'on réussit notre première sortie, on ne peut qu'être content. C'est bien parce que c'était un derby, c'est bien parce que c'était un premier match, c'est bien parce qu'on est champion d'Afrique en titre, c'est bien parce que ça fait taire un peu les langues. Le grand frère, il faut le respecter. Et on a montré signe de grand respect à l'adversaire, mais on leur a montré qu'il fallait nous respecter. Maintenant, je crois que chacun va se remettre à sa place et considérer le Sénégal comme une grosse pointure. Fierté, contenté et beaucoup de joie. Parce qu'on attendait à ça et ils nous ont donné la possibilité de gagner ce match. Oui, on est tellement contents et Inch'Allah, la deuxième match aussi, on va gagner. Et oui, des supporters aux anges après ce succès éclatant sur la Gambie, le voisin dans un derby qui promettait d'être très difficile, mais finalement très facile avec le but matinal de Pape Gueye. Et désormais, les Sénégalais qui se projettent vers le prochain match, ce sera face au Cameroun. Certainement, ça va être un match encore compliqué. Peut-être pas comme le premier, mais avec beaucoup plus d'engagement. Ça va déterminer le premier ou le deuxième de la poule si on continue à maintenir ce cap. 2-0. Mentalement, physiquement, on est prêt sur tous les plans. Nous sommes les champions d'Afrique. Si on va doubler, Inch'Allah, on va doubler. Et oui, la grande confiance, ils peuvent se le permettre après ce succès 3-0. Rendez-vous vendredi prochain face aux Lions indomptables du Cameroun dans un match qui promet d'être très très chaud bouillant. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Après 4 ans d'attente et des mois de préparation, ces bus s'apprêtent à se fondre dans le décor de Dakar. Il s'agit de la flotte du nouveau bus rapide transit inauguré dimanche par le président Macky Sall. Elle est composée de 120 bus 100% électriques et bientôt fonctionnels au solaire, une première mondiale. À la place de la nation. Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse
qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT va desservir 14 communes de la capitale sénégalaise. Avec une capacité d'environ 150 passagers chacun, ces bus vont transporter près de 300 000 passagers jour. Ils sont perçus par les Dakarois comme une solution durable au casse-tête de la mobilité dans Dakar. Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, on avait des problèmes de déplacement en quittant la ville pour venir à Dakar ou bien pour quitter Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son Excellence le président Macky Sall va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar. La circulation est trop dense sur nos routes, c'est pourquoi le BRT va changer énormément de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide et plus rapide parce qu'on perdait énormément de temps dans les embouteillages. Financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'État du Sénégal, le BRT a coûté quelques 300 milliards de francs CFA. Il constitue, selon les autorités sénégalaises, une réelle opportunité de transformation qualitative de la physionomie de la capitale Dakar. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Le cyclone tropical Bellal frappe l'île de la Réunion et l'île Maurice ce lundi 15 janvier. Des confinements ont été ordonnés. Malgré les avertissements, la Réunion semble avoir été épargnée par le cyclone car l'œil de la tempête est passé au nord. Les autorités réunionnaises avaient relevé le niveau d'alerte à la tempête au niveau violet, le plus élevé à l'approche du cyclone. Ce niveau d'alerte interdisait même aux policiers et aux sauveteurs de quitter leur abri. Le niveau a ensuite été abaissé à rouge, ce qui a permis aux autorités d'apporter de l'aide aux personnes touchées. Un premier décès a été confirmé par la préfecture de la Réunion. Un autre a été enregistré sur l'île Maurice. En quelques heures, les rues de Port-Louis, la capitale mauricienne, sont devenues des torrents emportant des véhicules sur leur passage. Certains habitants ont dû trouver refuge sur les toits en attendant les secours. Environ un quart des foyers de l'île Maurice sont privés d'électricité et des milliers de personnes n'ont plus accès à l'eau courante. Les autorités mauriciennes affirment que la tempête passera au sud mardi. L'île Maurice avait déjà été frappée en février 2023 par le cyclone Freddy, qui avait aussi ravagé le sud-est de l'Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. La délégation juridique sud-africaine a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Johannesburg après son retour de La Haye, où elle a intenté une action en justice contre Israël pour génocide contre les Palestiniens à Gaza. Mais selon les juristes, ce n'est que la première étape d'une procédure qui risque de durer des années. Il ne faut pas oublier que la lutte continue. Ce n'est qu'un épisode d'une longue lutte. Vous avez entendu Adila dire qu'il y a environ 75 ans d'occupation. Donc la lutte continue. Elle ne s'arrêtera pas. Cette semaine a marqué un épisode important. Mais elle n'a pas marqué l'aboutissement d'un tournant très important. Nous devons examiner la question d'un point de vue juridique. Alors que la guerre à Gaza passe le cap des 100 jours, l'arrivée de l'équipe juridique sud-africaine est porteuse d'espoir et d'une détermination renforcée. Leur expertise et leur engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme ont laissé un impact durable sur la scène mondiale. Nous avons été inspirés par les propos du président Mandela, qui a déclaré « L'Afrique du Sud n'est pas libre tant que la Palestine n'est pas libre ». C'est quelque chose qui reste profondément ancré. Nous sommes aussi inspirés par la Charte de la liberté qui prône la paix et l'amitié dans le monde. Les Sud-Africains sont bien déterminés à obtenir un cessez-le-feu immédiat. Ils veulent aussi attirer l'attention sur la situation critique des Palestiniens dans le monde entier. Nous devons montrer au monde, même si les gens le savent, que l'Afrique du Sud est aux côtés de la Palestine, que l'Afrique du Sud est du côté de l'humanité. Nous devons montrer au monde que les Sud-Africains soutiennent leur gouvernement et la Palestine. Le monde s'est déjà exprimé pour dénoncer le génocide. Nous n'avons pas besoin d'un procès, mais nous avons besoin d'une approbation pour dire que ce que les peuples du monde affirment est juste. Les avocats d'Israël ont expliqué qu'un cessez-le-feu serait rejeté car il profiterait au Hamas. La CIJ pourrait statuer à ce sujet dans quelques semaines, mais il faudra des années pour que le jugement sur la commission ou non d'un génocide soit prononcé.
Les partis politiques d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie ont commémoré dimanche les 13 ans de la révolution de Jasmin ayant chassé du pouvoir l'ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011. Il y a une répression qui affecte les partis politiques et les associations, rendant la participation publique aux manifestations faible et décourageant l'engagement dans les activités civiles et politiques. Un état d'intimidation et de coercition est omniprésent parmi tous les Tunisiens à travers l'article 54 ciblant journalistes et blogueurs. Les manifestants ont brandi les photos des prisonniers politiques tout en appelant à leur libération. Pour les organisateurs, l'esprit de la révolution de 2011, qui a conduit au printemps arabe, est toujours présent dans les rues tunisiennes. La rue reste attachée à la révolution et à ses objectifs, inébranlable dans la poursuite de ses principes. Et la rue est déterminée à trouver une véritable solution pour la Tunisie qui la fasse passer du populisme à un véritable programme de réforme et de salut. 13 ans après ce printemps arabe, des acteurs politiques se souviennent encore de la chute de Ben Ali, une journée inoubliable, notamment pour le leader du Front populaire. C'était la libération des Tunisiens de la tyrannie. Je me souviens que le jour où je rentrais chez moi, Ben Ali fouillait le pays en avion. Cette image n'a jamais quitté ma mémoire. Je rentrais chez moi et lui quittait le pays. Plus de 20 opposants sont emprisonnés depuis 10 mois pour complot contre la sécurité de l'État, sans aucune preuve, selon leurs avocats. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et chinois ont plaidé dimanche au Caire pour la cessation des bombardements israéliens dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les deux pays militent pour une solution à deux États et ont appelé à un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne. La communauté internationale a accordé une grande attention au conflit actuel dans la bande de Gaza. Je me suis profondément entretenu avec le ministre Choukri et nous sommes parvenus à un large consensus. Nous publierons une déclaration commune sur la question palestinienne, mettant l'accent sur un cessez-le-feu immédiat et complet, la libération des otages et des détenus des deux côtés, la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et l'établissement des mécanismes d'aide humanitaire pour faciliter l'exercice des fonctions de l'autorité palestinienne dans tous les territoires palestiniens. Le chef de la diplomatie égyptienne a lui insisté sur les efforts à mettre en place pour arrêter les attaques des Houthis en mer Rouge, une des conséquences majeures du conflit dans la bande de Gaza, a-t-il dit. La tension dans la mer Rouge et la violation de la liberté de navigation, intentionnellement ou accidentellement, sont toutes des choses qui prédisent l'expansion du conflit et l'entrée de la région dans un cercle vicieux d'escalade. Les attaques en mer Rouge ont contraint les navires commerciaux à emprunter un itinéraire plus long et plus coûteux, attisant les inquiétudes concernant l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Israël a annoncé la fin des opérations terrestres de son armée dans la bande de Gaza après avoir pris le contrôle de la partie nord du territoire. L'armée israélienne doit maintenant étendre son contrôle sur la partie sud de l'enclave palestinienne, selon le ministre de la Défense. C'est dans ce contexte que le Hamas a annoncé la mort de 2 otages israéliens dans des bombardements. Mais pour Israël, seule la pression pourrait favoriser la libération des otages. Le sort des personnes enlevées sera scellé pour de nombreuses années dans les mains du Hamas. Sans pression militaire, personne ne nous parlera. Sans pression militaire, nous ne pourrons parvenir à aucun accord. Ce n'est qu'en position de force que les personnes enlevées pourront être libérées. L'ONU ne cesse de se plaindre du blocus de l'aide humanitaire. Les livraisons d'eau, de fournitures médicales, de carburant et d'équipements sanitaires dans le nord de Gaza ont été refusées à plusieurs reprises.
depuis fin décembre. Si certaines mesures ont été prises pour accroître le flux d'aide humanitaire à Gaza, les secours vitaux ne parviennent pas aux personnes qui ont enduré des mois d'attaques incessantes à l'échelle nécessaire. Plus de 2 millions de personnes dans l'enclave, soit 85% de la population, auraient fui leurs habitations.